comme je vous dis, mon nom, Patrick Olive, vice-président Information, Mobilisation SFP. Ça fait plaisir de vous accueillir au nom du Conseil provincial des affaires sociales ce midi, parler du REGA. On s'entend que ce midi, c'est une version en bref parce qu'on a total 1 heure. Donc, on sait qu'à partir de l'automne, le CFP va donner une formation de 2 jours qui va parler juste du REGA. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, ça va être un survol parce qu'on a beaucoup de questions et aussi parce que le gouvernement, à chaque négociation, essaie d'attaquer le régime de retraite. Puis moi, j'ai vu personnellement, entre autres dans la négociation dans le secteur de la construction, où est-ce que les gens prennent leur cotisation à leur régime de retraite comme un impôt, comme une dépense, tout ça, alors que c'est vraiment pas ça. C'est de l'argent qui est placé, qui est dans un régime collectif pour nous servir plus tard. Donc, ça va expliquer, c'est important de le comprendre. Et aussi, ben, c'est un sujet d'actualité. Cette semaine, le Journal de Montréal s'est donné à cœur joie pour parler justement de l'injustice, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça, puis c'est pas juste pour eux autres. Donc, je ne sais pas si eux autres auraient le goût de l'enlever à ceux qui l'ont pour assurer que ça soit égal pour tout le monde. Puis, même McSween en a parlé lundi matin. Je pourrais mettre les liens dans le chat. Vous pourrez voir, prenez ça quand même avec un grain de sel. Pierre-Guy Sylvestre qui va faire la présentation. Ensuite, donc, Pierre-Guy, je te laisse aller. J'essaie de te... Merci Patrick pour l'invitation. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes pour parler d'un sujet important. Votre régime de retraite, là, donc le REGOP, le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Je suis conseiller syndical au service de la recherche, mais j'ai travaillé lors des dernières rondes de négociation à la table centrale de négo avec ma consoeur Mélanie Goujon. Je m'occupe aussi du comité de réexamen REGOP, Santé et Services sociaux, et j'ai récemment été nommé là, au comité REGOP. Donc, je travaille avec les autres syndicats, avec les autres affiliés de la FTQ. Récemment, on a travaillé avec le service de la formation, ma consoeur Julie Anfield, qui a refait la formation REGOP. Comme Patrick le disait, il va y avoir une formation beaucoup plus exhaustive. Aujourd'hui, c'est plus une présentation. Je pense qu'on peut parler, en tout cas pour ma part, c'est la première fois que je rencontre autant de personnes du CPAS pour parler du REGA. On va parler de la rente, on va parler des cotisations, des rachats. Je vous invite, si jamais vous avez des questions plus précises, à communiquer avec le CPAS, à communiquer avec vos personnes conseillères syndicales, avec votre exécutif syndical, avec les responsables, le ou la responsable du régime de retraite. Et évidemment, bien, vous pouvez aussi me rejoindre si jamais vous avez des questions sur le REGA. Donc, je partage la présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Oui, parfait. Merci pour les pouces. OK, donc, régime de retraite du personnel, des employés du gouvernement et des organismes publics. Oups, bon. Qu'est-ce qu'un régime de retraite, puis à quoi ça sert? Pourquoi on a un REGOP? Eh bien, si on regarde la planification de retraite, là, moi, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un conseiller syndical, mais on a un modèle là, de petite maison comme celui que vous voyez à l'écran, où on a la base, les régimes publics. Donc ça, depuis que vous êtes en âge de travailler, vous contribuez à des régimes publics. Par exemple, le régime des rentes du Québec, RRQ. Vous avez aussi la pension de sécurité vieillesse. Il y en a qui vont aussi avoir le supplément de minimum garanti, supplément de revenu garanti, qui est un minimum, mais ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir, là, c'est en fonction des revenus annuels. Donc, vous avez le public. Comme vous voyez, là, le premier étage, c'est sécurité de vieillesse. Ensuite, vous avez le RRQ, le deuxième étage. Par la suite, vous avez les régimes complémentaires de retraite. Le REGOP, c'est un régime complémentaire de retraite. Par-dessus, vous pouvez mettre vos REER. Vous avez probablement des cotisations au REER du Fonds de solidarité ou ailleurs. Et ce qui sort là, de la cheminée, c'est le surplus, c'est vos épargnes personnelles. Évidemment, plus vous avez d'épargne personnelle, plus vous allez avoir une retraite disons, confortable. Mais nous, ce qu'on vise, c'est vraiment de s'assurer que vous ayez au moins un taux de remplacement
de 70 du revenu brut avant votre retraite. Pourquoi 70 Bien, c'est une moyenne, évidemment. Plus vous avez un revenu élevé, moins vous avez à atteindre un 70 pour, par exemple, là, pour assurer un niveau de vie confortable une fois à la retraite. Les gens qui sont véritablement fortunés, c'est pas des personnes qui ont été salariées là, à proprement parler. Les gens qui sont millionnaires, milliardaires, évidemment, eux, ils ont besoin d'énormément de luxe. Donc, si le taux de remplacement de revenus, ça s'applique plus ou moins. Les gens à très faible revenu, mais c'est sûr que le revenu qu'ils avaient avant de partir à la retraite, souvent, c'est qu'on a besoin peut-être plus 80, 90, même peut-être 100 des fois pour avoir même une possibilité de subsister, malheureusement. C'est pour ça que le REGOP existe, c'est pour ça qu'on veut le protéger, c'est pour ça qu'on essaie de déjouer les demandes patronales. Et c'est extrêmement important. C'est un régime à prestations déterminées. Donc, c'est une accumulation de droits qui donne accès à une rente calculée à l'avance en fonction du nombre d'années de participation et du salaire. Vous êtes capable de prévoir quelle va être votre rente avec le REGOP. Et vous allez aussi être capable de... Vous allez savoir qui va être versée jusqu'à la fin de votre vie. Il y a des cotisations salariales, donc qui proviennent de vous, et patronales, qui sont versées conjointement par l'employé et l'employeur. Il y a une rente de retraite qui est garantie, qui est partiellement indexée au coût de la vie. C'est quoi la différence entre un régime à prestations déterminées, puis mettons un régime à cotisation déterminée, un REER, ou encore de l'épargne personnelle qu'on place là, via différents véhicules? C'est que ce n'est pas un système, un régime de retraite à accumulation de capital seulement. Oui, on accumule du capital, mais c'est surtout un régime de droit. Une cotisation déterminée, un REER, on accumule du capital. Donc, il y a beaucoup moins de garanties. Même dans certains cas, il n'y a aucune garantie. Et puis, c'est moins un système. C'est vraiment vous capitalisez, vous faites du rendement sur vos placements, puis c'est tout. Le régime à prestations déterminées, il y a des lois qui les encadrent, il y a des règlements qui les encadrent, et ça fait en sorte qu'on ait des plus grandes garanties. Quand peut-on prendre sa retraite avec le REGOP? À compter de 60 ans, dès que vous avez 35 années de service, il y a aussi le facteur 90, 60 ans plus 30 années de service. Puis, vous pouvez prendre votre retraite à partir de 55 ans, mais il va y avoir une réduction de votre rente si vous le faites. Donc, ça, c'est important. Je répète rapidement, c'est 61 ans, 35 années de service, facteur 90, 60 plus 30, puis une rente réduite que vous pouvez prendre à partir de 55 ans. Évidemment, il va y avoir des demandes. Si vous faites une demande de rente, Retraite Québec va vous réécrire. Puis c'est pour ça que c'est important, si vous avez des questions, de poser des questions à vos personnes conseillères syndicales, ou même des fois à Retraite Québec. On peut vous aider là-dedans pour être certain que vous ne fassiez pas, que vous obteniez ce que vous voulez avec votre régime de retraite. Exemple d'admissibilité à la rente. Il y a deux concepts importants. Donc, vos années de service, ils servent à calculer une admissibilité à la rente, donc à quel moment vous pouvez partir. Et ça sert aussi à calculer la rente elle-même. Pour l'admissibilité à la rente, on va prendre l'exemple de Louis. Là, je vois une question, 61 ans, c'est 61 ans ou 60 ans, mais avec 30 ans d'années de service. Maintenant, Louis occupe un emploi à temps partiel. En 2026, il travaillait 17h30 par semaine, soit 50 du temps d'un emploi équivalent à temps plein, dont l'horaire de travail est de 35 heures par semaine. À la fin de l'année, le REGOP reconnaît à Louis une demi-année de service pour le calcul de la rente et une année complète pour l'admissibilité de la rente. Si vous travaillez à temps partiel, on va reconnaître une année complète pour l'admissibilité à la rente. Donc, pour vos années de service, on va calculer une année complète. Si
vous travaillez à temps partiel, pour le calcul de votre rente, on va calculer une demi-année. Donc, c'est avantageux d'une certaine manière parce que vous pouvez prendre votre retraite, par exemple, à 61 ans, mais pour le calcul de la rente, ça va être différent. Ça, c'est un concept important à comprendre. Maintenant, pour la rente pour conjoint survivant, si vous mourrez, bon, par exemple, si vous décédez, il peut y avoir une rente qui aille au conjoint ou aux héritiers. Pour un conjoint survivant, bon, dans le formulaire, lorsque vous allez faire votre demande de rente, vous allez avoir des choix. Et vous pouvez indiquer. Et puis, vous pouvez indiquer que vous voulez laisser une rente au conjoint survivant. Un conjoint, vous devez avoir, on doit prouver qu'il y a eu une présence de secours mutuel entre les conjoints, entre les partenaires, qu'il y a eu une cohabitation pendant au moins 3 ans avant le décès et que le couple se représentait publiquement comme un couple. Maintenant, si vous donnez une rente de conjoint survivant, à votre décès, votre conjoint ou conjointe va recevoir à vie une rente de conjoint survivant correspondant à 50 ou 60 de votre rente, y compris 50 ou 60 des crédits de rente RCR, des crédits de rente transfert entente et la rente viagère liée au service de crédit de rente. Ça, c'est des détails, là, mais retenez surtout que ça serait 50 ou 60 de votre rente, c'est vous qui décidez, parce que vous pouvez décider de diminuer de 2 votre rente si vous choisissez 60 selon le choix que vous aurez effectué lors de votre demande de rente de retraite. En effet, vous pouvez choisir de réduire votre propre rente de 2 afin de laisser à votre conjoint ou conjoint 60 de cette rente réduite. Pour le décès avant la retraite, malheureusement, évidemment, là, si vous décédez avant votre retraite, si vous comptez moins de 2 années de service reconnu pour l'admissibilité à une rente, sans tenir compte du service qui a été ajouté, votre conjointe ou conjoint recevra la totalité des cotisations versées à votre régime, plus les intérêts cumulés. Si vous n'avez pas de conjoint ou de conjoint, ce montant sera versé à vos héritières ou héritiers. Par contre, si vous avez 2 années de service ou plus reconnus pour l'admissibilité à une rente, votre conjointe ou conjoint recevra la plus élevée des 2 sommes suivantes, soit la totalité des cotisations que vous avez versées à votre régime de retraite plus les intérêts, ou encore la valeur actuarielle de la rente différée que vous avez acquise. Donc, une rente différée, c'est dans le cas où, par exemple, vous cessez votre emploi dans l'organisme public, cette rente-là peut être différée plus tard. Donc, une valeur actuarielle à cette rente-là. Maintenant, ça, c'est une information importante. C'est pour ça que j'ai mis une petite image là, ça semble des genres de dollars bleus. Le montant de la rente. Vous pouvez vous faire une idée assez facilement là, du montant là, que vous allez avoir de votre rente à partir du taux d'accumulation de 2 que vous multipliez par le salaire moyen des 5 années où le salaire gagné est le plus élevé. Donc, ça, il y a quand même une petite. Il y a une arithmétique là, derrière ça. Mais la logique, c'est que vous allez faire, si vos 5 meilleures années, selon vous, c'est autour de 80 000 ça va être 2 fois 80 000 fois le nombre d'années de service. Vous avez un maximum de 40 années d'années de service. Ça va vous donner une rente. Donc, si vous faites 2 fois 30 années de service, ça, c'est 60 puis vous faites 100 000, là, on va faire des chiffrons, 100 000, bien, ça va vous faire une rente de 60 000 Exemple de calcul de rente. Là, ici, c'est des exemples qui sont sur le site de Retraite Québec. On garde toujours les mêmes exemples, comme ça, on est certain là, d'avoir les bons chiffres, mais on peut prendre vos exemples. Si vous venez nous voir ou si vous allez voir sur le site de Retraite Québec ou si vous avez des questions sur votre rente, on peut vous aider là-dedans. Mais prenons l'exemple de Jeanne. Jeanne prend sa retraite à 61 ans. Elle compte 25 années de service reconnu à la fois pour l'admissibilité à une rente
et pour le calcul de celle-ci. Donc, admissibilité puis calcul, c'est souvent le cas. On a les mêmes années de service. Le salaire admissible moyen de ces 5 années de service les mieux rémunérés est de 72 000 $. Comme elle remplit la condition d'avoir au moins 61 ans, elle est admissible à une rente sans réduction. Cette rente est établie de la façon suivante. Année de service reconnue pour le calcul de la rente, 25. Taux d'accumulation de la rente, 2 %. Salaire admissible moyen des 5 années de service les mieux rémunérés, 72 000. Donc, on prend 25 fois 2 50 50 fois 72 000, c'est comme 72 000 divisé par 2, 36 000 $. Donc, la rente annuelle qui sera versée à Jeanne sera donc de 36 000 $, ce qui représente 3 000 $ par mois. C'est un bon exemple là, pour être capable de calculer votre rente ou d'estimer votre rente. Évidemment, quand vous prenez votre retraite, Retraite Québec va vous faire une estimation précise de la rente. Vous pouvez même demander un examen si vous n'êtes pas d'accord. Exemple de calcul de rente avec réduction. Maintenant, je vous donne un exemple avec Jacques. Il prend sa retraite le jour de son 59e anniversaire. Il compte 25 années de service reconnu, à la fois pour l'admissibilité à une rente et pour le calcul de celle-ci. Là, ici, pourquoi il y a une réduction? Bien, il peut prendre sa rente de retraite parce que 55 ans et plus. Par contre, il n'y a pas 35 années de service. Il n'y a pas 61 ans non plus. Il n'y a pas non plus le facteur 10,90. Le salaire admissible moyen de ces 5 années de service les mieux rémunérés est de 72 000 $. Jacques aurait été admissible à une rente sans réduction à 61 ans. Mais puisque Jacques a 59 ans, il y a 24 mois d'anticipation. 24 mois, c'est 2 ans. Donc, le taux mensuel de réduction de la rente par mois, c'est 0,5 %. Ça, c'est un calcul actuariel. C'est le coût de partir plus tôt à la retraite sans respecter les conditions. Vous pouvez partir, mais il y a une réduction. Le nombre de mois, 24 mois. Le pourcentage de réduction attribuable à l'anticipation de la rente, c'est 0,5 % fois 24 égale 12 %, 4 320 $. Donc, on avait 72 000 $. On avait 25 années de service. Un taux d'accumulation de 2 %. C'était la même rente là, que précédemment avec Jeanne. Ici, la différence, c'est que Jacques prend sa retraite le jour de son 59e anniversaire. Il a le droit de prendre sa retraite, mais il y a une réduction. La réduction est de 4 320 $. Donc, au lieu d'avoir jusqu'à la fin de sa vie 36 000 $ de rente, il va avoir 36 000 $ moins 4 320 égale 31 680 $ de rente jusqu'à la fin de sa vie. Mais, donc, indexation de la rente. Ça, c'est important. Ça peut sembler complexe, mais moi, je vous dirais, là, qu'il faut quand même comprendre là, qu'il y a une indexation. Par contre, tout ce qui était avant, bon, la rente correspondant au service accompli, tout ce qui était avant le 1er juillet 1982, bien ça, j'ai regardé dans les statistiques, là, il n'y en a plus, là, il n'y en a presque plus, là, bref, là, je pourrais vous confirmer là, exactement le nombre de personnes là, qui ont au moins une année de cotisation en 82, là, une cotisation en 82, mais ça a disparu. Pour du 1er juillet 82 au 31 décembre 1999, on verse le TAIR. Le TAIR, c'est un genre de taux comme l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Ça suit l'inflation, moins 3 %. Évidemment, ben, il n'y a pas eu d'indexation là, beaucoup, à part lors des années de forte inflation récemment. Mais entre 82 et 99, puis depuis entre 2000 et 2010, il n'y a pas eu beaucoup d'ajustements au TAIR, moins 3 %. Ou encore 50 % du TAIR si toutes les conditions sont remplies. Mais ça, il faut une capitalisation à 120 %. Et puis, ça, c'est rare. Il faut vraiment que
le régime soit extrêmement bien capitalisé. Présentement, il est bien capitalisé, mais il n'est pas, à 20 là, de surplus de capitalisation. Depuis le 1er janvier 2000, ça va être la plupart de vos années, là, même de plus en plus, là, on n'aura plus des cotisations qui auront été versées du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999. Mais pour vous, là, pour la majorité des participants actuels, lorsque vous allez prendre votre retraite, vous aurez probablement la moitié de l'inflation, donc 50 du TAIR, ou TAIR moins 3 selon ce qui est plus avantageux. Si on a eu quoi, 6 on a eu 6 moins 3. Si on a une inflation de 6 on enlève 3 ça fait 3. Si on fait 50 de 6 ça donnerait 3 aussi. Si on prend, je ne sais pas, une inflation qui est à 2 puis qu'on fait 2 moins 3 ben là, c'est négatif. On va prendre plutôt 50 de 2 qui est 1 Donc, bon an, mal an, comme on dit, vous devriez avoir à peu près la moitié de l'inflation comme indexation. Comment on calcule la cotisation? Là, je vais vous donner plusieurs explications. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Il y a moyen de calculer sur le site de Retraite Québec votre cotisation. Vous pouvez voir aussi vos cotisations sur vos relevés. C'est très important lorsque Retraite Québec vous envoie des correspondances de les conserver. Si vous avez un dossier à Retraite Québec, consultez-le. Assurez-vous que vos années de participation, vos cotisations sont correctes, que c'est juste. Il y a un concept qu'on doit comprendre pour la cotisation, c'est le maximum des gains admissibles. Ça, c'est un maximum là, qui est établi par Retraite Québec, qui est prévu par la loi sur le régime des rentes du Québec. Donc, la RRQ, puis le REGOP, ça se coordonne. Souvent, à 65 ans, il y a des gens, ne faites pas le saut, qui voient tout le monde qui participe au REGOP, tous les participants et participantes du REGOP vont voir une diminution de leur rente REGOP à 65 ans s'ils prennent leur RRQ à 65 ans. Parce que dès que la RRQ embarque, le REGOP vient se coordonner. Pourquoi? Parce que quand vous cotisez à la RRQ, on coordonne la cotisation au REGOP. Ça peut sembler complexe, mais c'est avantageux pour les travailleurs et travailleuses. Vous financez bien votre régime de retraite. Là. Vous le payez, votre régime de retraite public, puis REGOP, mais on ajuste plus tard la rente par rapport à différentes variables. Le maximum des gains admissibles, c'est en fonction du salaire hebdomadaire moyen, puis c'est par souci d'équité qu'on a un MGA, comme on dit dans le jargon des régimes de retraite. RRQ, Régime des rentes du Québec. Le régime de base était en place avant la bonification du RRQ. Dans ce régime, les travailleurs et travailleuses et les employeurs versent chacun une cotisation de 5,3 ça, c'est la base, pour la portion du revenu de travail compris entre l'exemption générale, une exemption de 3 500 $ sur laquelle vous ne cotisez pas au RRQ, et le maximum des gains admissibles. Donc, le MGA puis l'exemption, c'est là-dessus que vous cotisez pour votre RRQ. C'est 5,3 mais on ajoute 1 depuis la bonification pour un total de 6,3 Il y a un régime supplémentaire qui prévoit que des cotisations supplémentaires sont versées par les travailleurs, travailleuses et les employeurs selon un taux qui a augmenté graduellement de 2019 à 2023. Depuis le 1er janvier 2024, de nouvelles cotisations qui sont versées pour la portion du revenu compris entre le MGA et un nouveau plafond du salaire admissible aux cotisations. Celui-ci est de 85 000 en 2026, soit l'équivalent de 114 du MGA. Vous avez un MGA, puis vous avez aussi un plafond de 85 000 là-dessus, une autre cotisation de 4 mais seulement sur la différence entre les deux. Ça peut sembler complexe, ça l'est un peu, mais ça, c'est pour le RRQ. Dites-vous qu'on a milité pour ça à la FTQ avec les autres syndicats et même QP là, avec les régimes de retraite publics du Canada. Et donc, c'est satisfaisant qu'on ait une bonification de notre rente de retraite, qui vise de rente de retraite RRQ, qu'on vise à passer d'un taux de remplacement de 25 à 33
Je vous ai mis un tableau un petit peu lourd ici. C'est juste pour vous montrer, mettons, en 2026, l'exemption dont je vous parlais, c'est 3 500 en 2019 et 2026, ça n'a pas changé. Le maximum des gains admissibles, il change à chaque année. 2019, 57 400. 2026, 74 600. La cotisation maximale de salarié RRQ, c'est 4 479,30. Et puis, vous avez aussi le MSGA. Donc, ça, c'est pour la cotisation entre 74 685 000 et une cotisation supplémentaire de 416 $. Donc, le maximum que vous pouvez cotiser au régime public RRQ, c'est 4 895. On doit comprendre un minimum l'histoire du MGA avec la RRQ pour comprendre la cotisation au REGA. Je vous ai mis toute la formule exhaustive ici, mais retenez là, que le taux de cotisation en 2026, c'est 8,63 %, mais que même si vous avez le MGA, vous allez payer moins que 8,63 %. Il y a eu le système REGA fait en sorte que c'est progressif. Les plus bas salariés ont un certain avantage, un certain ajustement. Ce n'est pas un avantage, ils sont plus bas salariés. Donc, c'est progressif. Et puis, la formule a été créée pour ça. Le salaire cotisable maximal, 222 721. Je le mets juste pour que vous le sachiez, là, mais le salaire cotisable, on le prend, puis on enlève 25 % du MGA, puis on le multiplie par votre service pour salaire cotisable. Si vous avez cotisé pendant une année, vous allez mettre le service d'une année. Vous multipliez par le taux de cotisation de 8,63. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, là, déjà, vous enlevez le salaire cotisable moins 25 % du MGA. Là. Donc, vous cotisez 8,63 % sur un montant inférieur. C'est pour ça que, je vais vous montrer un exemple par la suite, vous allez avoir une cotisation inférieure à 8,63 %. La cotisation du REGA fluctue d'une année à l'autre en fonction de sa santé financière. Ces cotisations-là, cotisation salariale et patronale, l'employeur paie la même chose que vous. C'est publié à chaque année. On vous envoie là, un mémo, là, une publication à ce sujet pour vous informer du taux de cotisation. Le taux de cotisation, évidemment, il va varier en fonction de la santé financière. Là, je dirais qu'on est dans une période qui va quand même relativement bien. Même, ça va bien avec le REGA. Il y a des fonds de stabilisation. On prend des précautions pour ne pas trop diminuer la cotisation. Évidemment, ce n'est pas la FTQ qui décide de ça. C'est l'ensemble des participants. Retraite Québec. On a aussi la Caisse de dépôt qui gère autour de 100 milliards de dollars d'épargne des employés du gouvernement et des organismes publics. Donc, c'est quand même une grosse mécanique derrière. Il y a plusieurs personnes qui veillent au grain, je dirais. Donc, si votre salaire admissible est inférieur au MGA, le MGA, c'est 74 600 $ en 2026. Multiplié par votre service crédité ou harmonisé, vous allez bénéficier d'une réduction de cotisation. C'est ce que je vous disais, c'est progressif. Donc, si vous avez fait moins que 74 600 $, vous allez bénéficier d'une certaine réduction de cotisation. Il y a un lien, évidemment, je vais vous l'envoyer, mon PowerPoint. Puis, le site de Retraite Québec est quand même assez vaste, mais on peut retrouver pas mal toutes les informations là-dessus. Chaque lien dans les bas de page, c'est ce que j'explique. Vous pouvez même aller faire il y a des méthodes, il y a même des calculateurs de cotisation sur le site de Retraite Québec. Prenons un exemple. Vous avez un salaire de 80 000 $ par année. 25 % du MGA en 2026, c'est 18 650 $. La partie du salaire sur laquelle les cotisations au REGOP sont calculées, c'est 80 000 moins 18 350. Vous multipliez ça par 8,63 %.
ça vous donne 5 294,51. Si vous divisez par 80 000, vous voyez la cotisation, c'est plus autour de 6,6 %. Coordination de la rente REGOP à 65 ans. Je l'ai expliqué un peu plus tôt. Il y a une exemption de cotisation REGOP sur une partie du salaire liée au régime des rentes du Québec, à la RRQ. La rente du REGOP est réduite afin de tenir compte de la rente versée par la RRQ à compter de 65 ans. C'est important de le savoir, ça. Il y a des gens qui font le saut, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Étant donné que vous êtes exempté de cotiser sur une partie du salaire lié au RRQ, il y a une coordination de la rente à 65 ans avec le RRQ. Donc, tu cotises un peu moins, tu vas recevoir un peu moins de rente, mais c'est coordonné. Fait que ça diminue juste un petit peu la somme là, au total. Mais c'est sensiblement la même chose. Cette diminution correspond aux années de service multipliées par le taux annuel de coordination du RRQ, puis par le maximum des gains admissibles ou, s'il est inférieur, le salaire admissible moyen. C'est une autre formule, mais c'est lorsque vous allez faire votre demande de rente de retraite, c'est des informations qui vont vous être données par Retraite Québec. Exemple de coordination. Lise a pris sa retraite à 61 ans alors qu'elle comptait 25 années de service reconnues pour le calcul de la rente. Toutes ces années avaient été accomplies depuis le 1er janvier 1966. La moyenne des MGA de ces 5 dernières années de service était de 37 000 alors que son salaire admissible moyen de ces 5 dernières années de service était de 30 000. La diminution applicable à la rente, c'est 25 fois 0,7 % fois 30 000 égale 5 250. Départ progressif. Là, écoutez, à la fin de la présentation, je vous montre, je vous parle de différentes dispositions du régime. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'exceptions dans le régime, il y a beaucoup de spécifications, il y a beaucoup de cas particuliers. On ne peut pas en parler de toutes les formes, de toutes les précisions, de toutes les définitions, explications possibles et inimaginables, mais je vous donne celles que je pense qui sont les plus importantes. Si vous voulez faire un départ progressif, c'est possible avec une entente qui permet de diminuer votre horaire de travail de 12 à 60 mois. Vous devez cependant prendre votre retraite à la fin de la période. Ça, c'est une condition. C'est une cotisation qui est basée sur le salaire qui aurait été gagné à temps plein. Donc, vous diminuez votre horaire de travail, mais vous continuez à cotiser le même montant que si vous n'aviez pas diminué votre temps de travail, ce qui fait en sorte que votre rente va être préservée. Pour ce faire, il faut faire une demande de confirmation d'admissibilité au départ progressif de régime de retraite du secteur public. Le formulaire, c'est RSP 267. C'est très codifié, les formulaires, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'on vous encourage là, à en parler à votre syndicat ou à votre personne conseillère ou encore, si jamais vous avez des questions, de m'appeler ou de me joindre par courriel. La retraite graduelle. Il est possible de recevoir une rente de retraite et travailler en même temps s'il y a entente avec l'employeur. Donc, le formulaire n'est pas suffisant. Il faut une entente avec l'employeur. Il faut une demande, il faut envoyer le formulaire. Comme vous voyez, c'est très codifié. RSP 121 par demande de retraite graduelle. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir le formulaire. Le rachat de services. Ça peut devenir rapidement très complexe. Mais je pense que la définition, les 4 paragraphes de définition, les 4 alinéas de définition ici sont assez clairs. Une absence sans salaire, c'est quoi? C'est une absence qui doit être prévue dans vos conditions de travail. Elle doit être autorisée par votre employeur, sauf en une grève, un lockout ou une suspension disciplinaire. Vous ne devez avoir reçu aucune rémunération pendant la période. Une prestation de travail aurait été attendue ou possible de votre part si vous ne vous étiez pas absenté ou absenté. Vous étiez supposé travailler cette journée-là, vous êtes tombé malade, ça, c'est une absence sans salaire. De rachat de service.
Maintenant, c'est Jean-Guy. Travaille à temps partiel, 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi. Comme il travaille chez son employeur seulement pendant ces 3 jours, il ne peut pas racheter la période qui correspond à ces 2 autres jours. Il ne peut pas racheter jeudi, vendredi. Il travaille lundi, mardi, mercredi parce qu'ils ne sont pas compris dans son horaire de travail. Si Jean-Guy s'absentait sans salaire pendant les jours compris dans son horaire de travail, si par exemple, il ne rentre pas le lundi, il ne rentre pas le mardi, il ne rentre pas le mercredi, à ce moment-là, il aurait le droit de racheter ses jours d'absence sans salaire. Mais vu que le jeudi et vendredi ne sont pas prévus à son horaire, il ne peut pas les racheter pour son régime de retraite. Pourquoi on rachète? Bien, en fait, c'est pour s'assurer que notre rente est complète. Parce que s'il y a des jours que vous ne travaillez pas, vous ne cotisez pas, ça ne sert pas, ces journées-là ne vont pas pouvoir servir au calcul de votre rente. Ça veut dire que votre rente va diminuer. La rente, c'est versé jusqu'à la fin de votre vie. Là, c'est sûr que faire des calculs actuariels, un calcul actuariel, là, ça peut devenir complexe ça, sur une valeur, mais dites-vous que si vous voulez faire des rachats, faites-le le plus tôt possible, dès que vous pouvez, parce que si vous attendez plus longtemps, le taux d'intérêt puis l'âge peut faire en sorte que le coût de rachat va être plus important. Vous avez une banque de 90 jours aussi. Lors du calcul de la rente de retraite, un maximum de 90 jours peut être ajouté sans frais au service pour l'admissibilité et pour le calcul de la rente de base pour que les jours d'absence sans salaire soient comblés. Vous avez 90 jours que vous pouvez remplir, là. Donc, la banque s'applique à toutes les périodes d'absence sans salaire non cotisé et non racheté survenu avant le 1er janvier 2011. Par contre, depuis le 1er janvier 2011, elle s'applique seulement aux périodes d'absence sans salaire relatives à un congé parental. Il est possible que la banque de 90 jours permette à une personne participante de racheter un nombre moins élevé de jours d'absence sans salaire lors d'un rachat de service. Si vous voulez faire une demande de rachat, il y a possibilité de le faire avec une demande de rachat d'une ou de période d'absence, puis une demande de rachat d'une ou de période de travail. Ce sont les deux formulaires. Votre relevé de participation, bien, honnêtement, je pense que vous devez absolument aller cliquer sur le lien là, qui est dans la présentation PowerPoint. Le site de Retraite Québec est bien fait. Vous devez aller consulter les relevés de participation. Votre relevé de participation présente le nombre de jours d'absence que vous pouvez racheter. Donc, Retraite Québec, il vous le dit, qu'est-ce que vous pouvez racheter. Une période d'absence sans salaire, un congé parental ou un congé de compassion, période de service accompli comme employé occasionnel. Les congés de maternité, pas besoin de racheter, c'est sans frais. Exonération des cotisations aussi. Donc, juste pour être certain, les congés de maternité, c'est sans frais. C'est important, ça. Des fois, on se demande, des fois, avec le ministre Boulay, là, je passe un commentaire politique, là, mais le ministre Boulay, il semblait remettre en question l'utilité des syndicats dans une société. Mais moi, je trouve que des régimes de retraite comme ça qui permettent des congés de maternité là, sans frais, ben, c'est la base d'une société démocratique progressiste. Puis, ben, c'est ça la part des syndicats, entre autres. Mais bravo. Vous pouvez regarder, revenons à notre coût du rachat de service. Vous avez ici, je vous ai mis une capture d'écran du site Internet. Vous mettez votre date de naissance, le régime actuel, les renseignements relatifs aux périodes à racheter. Puis, c'est vraiment bien expliqué. Maintenant, congé avec exonération des cotisations. Congé de maternité, 21 semaines. Donc, le congé de maternité, ce n'est pas le congé parental. 21 semaines. Invalidité, c'est 3 années. Vous êtes exonéré si vous tombez en invalidité pendant 3 ans. Et vous allez être exonéré. Exonéré, ça veut dire vous continuez, c'est comme si vous continuez à cotiser sans cotiser. Donc, vous accumulez quand même vos droits. J'avais terminé.